Il a lancé Zinedine Zidane en équipe de France, il a été le grand homme derrière l'âge d'or des Girondins de Bordeaux et surtout, il a permis à la France d'obtenir sa première étoile. Aujourd'hui, on revient sur le parcours d'un grand homme du football français, j'ai nommé Aimé Jacquet. Très souvent critiqué durant toute sa carrière, Aimé porte aujourd'hui très bien son nom. Il a marqué de nombreux clubs, remporté beaucoup de trophées, et ça en dépit de ce que les critiques pouvaient dire de lui ou de son style de jeu. Parmi elles, le très connu média L'Équipe qui n'a pas arrêté de critiquer le tacticien qui leur a offert une bonne correction. Retournons dans le passé et redécouvrons l'histoire d'Aimé Jacquet, un coach traîné dans la boue qui est devenu le sauveur de toute une nation. En tant que joueur, Aimé Jacquet a commencé sa carrière en 1959. En provenance d'un milieu modeste, Aimé découvre le football dans son village natal, Saïd-sous-Couzan, et devient complètement addict à ce sport. C'est au sein de l'US Couzan, le club de son village, qu'il débute. Le petit Aimé fait ses marques si bien qu'il est repéré par l'AS Saint-Étienne en 1959, à ce moment-là en première division. En provenance d'un petit club, il garde au début son statut de joueur amateur. Entouré de pros, Aimé Jacquet est au début un footballeur travailleur. Il alterne entre son métier d'ouvrier fraisier et son rôle de footballeur. Il joue son premier match le 4 décembre 1960, mais devient vite dépassé par sa double vie qui le pousse à signer son contrat en tant que pro en 1961. Ça y est, Aimé Jacquet est officiellement un joueur de l'AS Saint-Étienne. Aujourd'hui devenu une vraie légende, il passera 13 saisons chez les Verts où il laissera une grande empreinte et aussi quelques trophées. Pour sa première saison en tant que joueur pro, le jeune Couzanais assiste à la consécration d'une vie. La première Coupe de France de l'histoire du club. C'est le 13 mai 1962 que l'AS Saint-Étienne va chercher ce trophée. L'attaquant Jean-Claude Beau lui délivre son club à la 86e et bat le FC Nancy. Bien qu'il ne soit pas sur le terrain, Aimé Jacquet est un membre important du collectif et cette notion d'équipe est très chère aux Français. Avec les Verts, il va devenir un milieu de terrain travailleur. Il ramasse les ballons et les transmet aux attaquants en avant. Éloigné des terrains à cause de ses blessures, le Stéphanois revient dans une situation critique où la SSE est descendue en 2e division. Bien qu'il ne joue que 2 matchs de championnat, Jacquet participe à sa manière à la remontée et au titre du championnat de Division 2 en 1963. Pour ses premières saisons, Jacquet peine à s'imposer, se contentant de quelques minutes dans quelques matchs. Pour autant, la SSE décroche son premier titre de champion de France en 1964. Après des débuts mitigés, le joueur gratte petit à petit une place importante au sein de l'équipe stéphanoise jusqu'à avoir un rôle de cadre de l'équipe. Saint-Étienne remporte 4 championnats de France consécutifs de 1967 à 1970 et rayonne en Coupe nationale. Bien qu'il brille sur la scène stéphanoise, Aimé Jacquet ne sera convoqué que sur 2 petits matchs avec l'équipe de France. Les Bleus ne brillent pas et ne se qualifient pour aucune phase finale. Aimé Jacquet ne peut donc pas poursuivre l'aventure en bleu, même s'il saura trouver une belle revanche. Mais ça, on y reviendra plus tard. Le joueur est pourtant à ce moment au sommet de sa carrière. Il est un acteur majeur du club et en 1968, il rafle tout. Trophée des champions, championnat et la Coupe de France. Après une saison en championnat où les Verts sont premiers du championnat, d'octobre à juillet, les Verts sont champions sans trop forcer. Le prochain titre à aller chercher est alors la Coupe nationale. Après un parcours tranquille, sans véritable adversaire capable de stopper Aimé Jacquet et ses coéquipiers, le club affronte sans le savoir ce qui deviendra le club le plus important de la carrière de Jacquet, les Girondins de Bordeaux. Au stade Yves du Manoir, les Girondins ouvrent le score, poussant les Verts à vite reprendre le contrôle. Et en deuxième mi-temps, Rachid Mekloufi transforme un penalty. Et c'est la but. C'est un doublé pour le joueur et c'est une victoire pour le club stéphanois qui remporte sa 2e Coupe de France. La SSE reproduit l'exploit, cette fois-ci en ne faisant qu'une bouchée de son adversaire, avec un festival de buts qui conclut une saison ponctuée de succès. La saison d'après, le bonheur est de courte durée puisqu'Aimé se blesse gravement en se rompant le tendon d'Achille. Une blessure qui entraîne une grosse opération, une greffe du court péroné latéral et il ne reviendra sur les terrains qu'après 2 ans d'absence. Et forcément, lorsqu'on s'absente trop longtemps, les petits jeunes viennent prendre votre place. À 31 ans, le Stéphanois est mis sur le banc par la nouvelle génération et manque cruellement de temps de jeu. Alors en 1973, Aimé Jacquet décide de terminer sa carrière de joueur ailleurs, et ailleurs, c'est l'Olympique Lyonnais. Oui, le rival qui en plus vient de remporté la Coupe de France l'année précédente. En 73, l'Olympique Lyonnais est engagé dans 3 compétitions. La Coupe des Coupes, le championnat et la Coupe de France.
France. Malheureusement, l'OL ne remportera aucune d'entre elles malgré de beaux matchs en championnat. Lyon reste en tête du classement plusieurs semaines de suite, avant de céder sa place à l'AS Saint-Etienne et de finir 3e du championnat. Décidément, notre aimé, il a pas vraiment de chance. Après une saison toujours aussi terne pour le club et le joueur, Jacquet décide de raccrocher les crampons. Fatigué, il met un terme à sa carrière de joueur pro pour intégrer au pied levé l'administration du club lyonnais. Et c'est ici que s'écrit la première page d'une très belle aventure, celle du coach Jacquet. À 35 ans, il devient l'entraîneur de l'Olympique lyonnais pendant 4 années. Il entraîne donc l'équipe avec qui il jouait il y a 2 ans seulement. C'est pas commun comme parcours. À Lyon, le coach commence déjà à mettre en place les fondements de sa manière d'entraîner. Une composition plutôt défensive qui fait évoluer l'équipe en bloc bas. On reconnaît bien là le milieu de terrain qui n'aimait pas aller au but. Malheureusement, Jacquet passera 4 saisons sans aucun titre et quittera le club à l'été 1980 pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Le club bordelais n'arrivait pas à décrocher de titre national depuis 15 ans et avait bien besoin d'un vrai coach pour corriger leurs résultats en dents de scie. Et c'est alors le début du passage au Grand Bordeaux. Discipliné et consciencieux, c'est comme ça qu'est décrit l'entraîneur par ses joueurs qui saluent ses talents de coach. À son arrivée, Jacquet explore vraiment une tactique et une façon de jouer particulière. L'entraîneur n'hésite pas à bouleverser les rôles et les hiérarchies au sein des vestiaires. Pendant 9 ans, Jacquet va imposer sa rigueur et son âme de leader pour rebâtir une équipe des Girondins de 0 jusqu'au top. Aimé fait ses débuts avec un projet clair qui va mettre du temps à se mettre en place. Il faut d'abord arriver sur la pointe des pieds, c'est ce que j'ai fait, mais surtout s'attacher à la production de l'équipe. C'est l'objectif principal que je me suis fixé. Le premier mois était extrêmement dur en ce qui me concerne, découvrant une équipe et un club nouveau pour moi. Jacquet débute en instaurant des choix précis et très différents de ceux dont étaient habitués les Girondins. À la tête de l'équipe, il impose sa tactique en 4-4-2, très défensif. Nouvelle conception écarte Soler et Guémeric, 2 internationaux jusqu'à présent titulaires à Bordeaux, pour positionner Bernard Lacombe en avant-centre et désormais devenu un titulaire indiscutable. Ces choix particuliers lui attirent des foudres sur ses premières saisons, mais comme toujours avec Aimé, le vent tourne vite. Après une 3e saison où les Girondins terminent vice-champions du championnat, la méthode Jacquet commence à fonctionner. Le 2 mai 1984, les Girondins de Bordeaux, entraînés par Jacquet, remportent le championnat de France de football après leur victoire 2-0 contre Rennes. Un titre qui fait du bien au club et qui est fièrement porté par le travail de Jacquet. Les Girondins manquent même de peu la consécration européenne à 2 reprises. En 1985, ils sont battus en demi-finale de la Coupe des Champions par la Juventus de Michel Platini. Et en 1987, les Girondins sont cette fois-ci éliminés de nouveau en demi-finale par le Lokomotiv Leipzig. Les 9 saisons du coach seront le véritable âge d'or de Bordeaux, où le club au scapulaire connaîtra les grands succès nationaux. Après le championnat, c'est la Coupe de France que vise l'homme tranquille. Et spoiler alerte, il réussira à l'atteindre. Après des années de travail, le 30 avril 1986, les Girondins remportent la Coupe de France après 5 finales perdues. Au Parc des Princes, dans un match tendu, les Girondins affrontent l'Olympique de Marseille. Après une ouverture du score, les Girondins réussissent à égaliser et tirer leur adversaire en prolongation. C'est Alain Giresse qui délivre Bordeaux à la 117e dans un match complètement dingue. Face à un Olympique de Marseille en pleine ascension au début des années tapis, Bordeaux s'impose 2-1 et décroche un titre qui fait beaucoup de bien. L'année suivante, Bordeaux remporte son premier et seul doublé en devançant Marseille de 4 points en championnat et en dominant ces mêmes Marseillais qu'il retrouve en finale de Coupe de France, cette fois-ci sur le score de 2-0. Son passage chez les Girondins de Bordeaux restera gravé dans l'histoire et le palmarès du club, où il ramènera 3 titres de championnat et 2 Coupes de France. Bien que tout se passe à merveille, l'entraîneur est limogé en 1989 dans un Bordeaux qui peine à avancer. Claude Bèze, alors président des Girondins de Bordeaux, prend une décision qu'il juge comme pas du tout réjouissante. Quand nous avons un entraîneur comme Aimé Jacquet, qui est un entraîneur sérieux, travailleur, compétent, il est malhonnête de remercier un tel homme. Il est plus facile de supprimer un homme que 16. Si nous en sommes là, c'est de la responsabilité totale des joueurs. Ils le savent, ils en sont conscients. Et ben comme ça, c'est dit. C'est donc avec le cœur lourd mais la mémoire intacte que les Girondins se séparent du plus emblématique entraîneur de leur histoire. Après l'OL et les Girondins, l'Auvergnat reste comme tout au long de sa carrière en France et décide de prendre le large vers Montpellier. En 1989, le Montpellier Héros Sport Club affiche de grandes ambitions. Et pour de grands projets, il faut un grand coach. Le club ramène du sang neuf côté joueurs également, avec des internationaux et des espoirs. Parmi eux, Eric Cantona et Stéphane Paille. Avec un tel leader aux commandes et une si belle équipe,
Sur le papier, il devrait être instoppable. Mais malheureusement, la saison se révèle chaotique. Le club enchaîne les défaites et les tensions au vestiaire n'arrangent rien du tout. Au printemps, alors que le club est en crise, Aimé Jacquet est remercié par le président et s'en va. Le plus triste dans l'histoire, c'est qu'à son départ, le club réussit à se maintenir et peu de temps après, à remporter la Coupe de France. Déjà, quand il gagne, les critiques ne le lâchent pas. Alors à ce moment-là, les journaux sportifs ne sont pas du tout tendres avec lui. Et sa nouvelle saison avec son nouveau club, l'AS Nancy, ne réussit pas vraiment à convaincre les médias. Il est recruté par Nancy en 1990 pour maintenir le club en première division, ce qu'il fera de justesse, mais les dirigeants ne préfèrent pas continuer l'aventure et le remercient également. Pourtant, le coach Jacquet l'a bien montré, c'est en construisant une équipe unie sur des années que les résultats sont au rendez-vous. En une année, c'est très difficile d'accomplir des miracles. Chez les médias, sa réputation est régulièrement et particulièrement ternie. Viré de Bordeaux en 1989, de Montpellier en 90, puis de Nancy en 91, on lui donne une réputation de loser. Après son départ d'Annecy, Aimé Jacquet décide d'aller ailleurs. Le coach devient l'entraîneur adjoint de Gérard Houllier. Il rentre alors dans la partie la plus importante de sa carrière professionnelle en retrouvant une équipe qu'il a peu connue, l'équipe de France. À la tête de la sélection nationale, les enjeux sont énormes. La médiatisation l'est tout aussi et cette période sera très critiquée. Aux côtés de Gérard Houllier, Jacquet sera son numéro 2 pendant près d'1 an et demi. À la suite du fiasco total aux éliminatoires de la Coupe du Monde 94, Houllier perd sa place. Il faut dire qu'à un point de la qualification, la France était toute proche de la Coupe du Monde. Un mois après leur défaite contre Israël, alors qu'ils n'avaient dominé que le match aller, les Bleus accueillent la Bulgarie avec pour obligation de ne pas perdre pour se qualifier à la Coupe du Monde. Avec une équipe portée par le duo Cantona-Papin en attaque, les Bleus démarrent bien mais se font vite rattraper et jouent avec la peur au ventre. L'équipe de France joue décousue, animée par les rivalités au sein de l'équipe. Le mythique gardien Bernard Lama explique qu'il y avait de grandes rivalités, notamment entre Marseillais et Parisiens. On ne formait pas un véritable groupe, car il n'y avait pas de camaraderie. On n'était pas sur la même longueur d'onde et rien n'était dirigé. Et à la 90e minute, alors que les Bleus doivent garder le ballon pour rester qualifiés, Ginola rate sa passe et la Bulgarie réalise une contre-attaque éclair. Face au but, Emil Kostadinov marque le but de la victoire à 10 secondes de la fin. C'est terminé au Parc des Princes. La France de Éric Cantona ne participera pas à la Coupe du Monde. Pour Bernard Lama, le but de Kostadinov symbolise tout ce qu'il se passait en équipe de France à ce moment-là. On s'est beaucoup focalisé sur le but, ce match, Ginola, sa relation avec Houllier. Au départ d'Houllier, c'est tout naturellement que la FFF se tourne vers son numéro 2, à titre provisoire en tout cas. Jacquet est un intérimaire qui accepte son rôle, mais compte bien rester le plus longtemps possible. Après ses expériences moins bonnes à Montpellier et Annecy, Aimé Jacquet n'arrive pas en terrain conquis chez les Bleus. Il est jugé has-been par la presse qui ne l'aimait déjà pas beaucoup. Son mode de jeu axé sur la défense, le peu d'initiative offensive et son attitude nonchalante vis-à-vis des journalistes le place comme la cible à abattre à chaque défaite de l'équipe de France. L'ère Jacquet des Bleus commence aux Amicaux de février 1994. Même si elle n'est pas qualifiée, la France peut se confronter à de grandes nations qui, elles, veulent se préparer pour la compétition. Et surprise, pour son tout premier match, les Bleus battent la Grande Italie 1-0. La France va chercher son adversaire chez lui, à Naples. Et on parle d'une Italie future finaliste du mondial 1994. Cette victoire s'applaudit notamment par les nombreux choix audacieux et radicaux pris par l'entraîneur. Notamment celui de lancer un certain Zinedine Zidane sous le maillot bleu. Une idée géniale qui se fait ressentir tout de suite avec son doublé décisif pour sa première cape contre la République tchèque en amical. Alors âgé de 22 ans, Zidane est le symbole d'une nouvelle génération de jeunes joueurs qui annonce un futur radieux pour les tricolores. Jacquet gagne ses 2 matchs amicaux, gagne la confiance de la fédération et peut ainsi travailler plus sereinement en prenant des choix plus forts. Un de ses premiers choix est celui de ne plus appeler la star, celui qu'il avait nommé capitaine de l'équipe au départ de Jean-Pierre Papin, Éric Cantona. Comme avec David Ginola, Jacquet se fiche de la popularité de ses joueurs et décide de créer un groupe solide bâti autour de Didier Deschamps et de Laurent Blanc, sorti d'une retraite internationale anticipée à l'âge de 28 ans. Dans sa conception de jeu, Éric Cantona n'est plus dans les plans de l'entraîneur. Pour l'animation du jeu, avec Youri et Zizou, je pense avoir trouvé la bonne formule. Mais devant, en l'absence de Papin, je suis encore à la recherche d'un numéro 9. Veux-tu être ce numéro 9 ? Préférant avoir plus de liberté sur le terrain, Éric Cantona lui répond « Coach, je ne suis pas un 9. » Pas de problème de comportement ou de dispute comme à Montpellier, mais seulement une nouvelle dimension pour l'équipe. Pour lui, les meilleurs joueurs sont majoritairement défensifs, comme Didier Deschamps, Lilian Thuram, Laurent Blanc, et préfère miser sur la solidité de son équipe que par les prises de risque. Traumatisé par la défaite lors de la qualification au mondial, Jacquet décide de mettre en place un vrai plan tactique, coûte que coûte. Jacquet crée un nouveau groupe sans de grandes stars, mais plus uni.
Comme il le dit si bien, une équipe, c'est un équilibre. Dans cette idée d'unification et de reconstruction, Jacquet commence aussi à jouer des matchs autre part qu'au Parc des Princes, où se jouaient habituellement les rencontres des Bleus. Un stade qui avait aussi vécu les 2 derniers éliminatoires en 1993. Pas vraiment un porte-bonheur. Aimé Jacquet organise alors des matchs en province pour se rapprocher de la France et ne pas se limiter qu'à la capitale. Un vrai changement qui fait du bien à l'équipe juste avant l'Euro 96. Et justement, cet Euro 96, c'est le premier test pour Aimé Jacquet dans une compétition. Notre cher Aimé, il profite de cet Euro pour faire des tests et mettre en place dans de grandes conditions sa nouvelle tactique 4-4-2. Leur parcours en groupe B est une réussite. Les Bleus arrivent en première place avec 7 points et vont même chercher le nul contre l'Espagne. De bons résultats, mais les journaux s'agacent. C'est mou, c'est long, la méthode Jacquet ne tente rien. Et c'est vrai, la France profite surtout des erreurs adverses pour attaquer plutôt que d'être des meneurs offensifs. En quart, les Bleus gagnent au tir au but après un 0-0 contre les Pays-Bas, mais ne passent pas contre la République tchèque à 0-0 où ils perdent 5-6 au tir au but. Ah bah oui, vous saviez pas? Un beau parcours avec un groupe plus solide et nouveau, et surtout, un Zinedine Zidane en demi-teinte. Quelques jours avant le rassemblement à Clairefontaine, le joueur des Girondins de Bordeaux est impliqué dans un accident de voiture le 22 mai 96. Le grave accident de voiture envoie Zizou à l'hôpital. Officiellement, on parle de blessure sans gravité. Mais en réalité, le Français est touché à la tête. Son cuir chevelu est abîmé à l'avant et il souffre d'un gros hématome au niveau du fessier et de douleurs à la cuisse. Pour Aimé Jacquet, il est hors de question que Zizou soit forfait. À l'Euro 96, Zidane débutera 5 fois titulaire, mais ne marquera pas le moindre but. Heureusement, son parcours jusqu'en demi convainc quand même la fédération de le garder jusqu'à la grande compétition, avec un groupe plus solide et nouveau. Dans les critiques, Jacquet est incendié par une certaine presse, comme il l'appelle. Les journalistes préféreraient voir une vedette à la tête des Bleus plutôt qu'un coach en jogging. Les conférences de presse sont vite très tendues, Jacquet se méfie des journalistes et évite d'en dire trop. Et bien sûr, les journalistes, eux, lui reprochent un manque de communication. Mais c'est surtout 2 journalistes de l'équipe qui vont mener cette campagne anti-Jacquet. Ces 2 journalistes, c'est Gérard Hénès et Jérôme Bureau. Pour eux, les matchs nuls à répétition de la France les agacent et cette équipe les ennuie. Eux et le public. Les critiques l'accusent d'être allergique au beau jeu. Des critiques qui vont se maintenir à la Coupe du Monde. L'entraîneur a construit un groupe qui vit bien, qui a à la fois et l'envie de gagner. Zinedine Zidane a pris une nouvelle dimension à la Juve et l'arrivée de Thierry Henry ramène de la fraîcheur au collectif. Après une phase de poule maîtrisée, comme toujours, la France va chercher le nul contre le Paraguay. Un match devenu historique puisqu'en prolongation, Laurent Blanc marque l'histoire du football en devenant le premier joueur à inscrire un but en or dans un match de compétition de la FIFA. La France passe en quart et tombe contre une équipe qu'ils ont souvent affrontée, l'Italie. Sur un score vierge, les Bleus emmènent les Italiens jusqu'au tir au but. Les tirs au but, ce n'est jamais vraiment très rassurant. L'entraîneur a révélé qu'à l'entraînement, l'équipe n'a jamais travaillé les tirs au but. Rien que des concours entre joueurs avec les gardiens de but. Lui change juste le sens, mais c'est les joueurs avec ferveur et détermination qui s'avancent s'ils le veulent. Résultat 4-3, c'était chaud, mais la France passe en demi-finale. Les matchs nuls se répètent, les qualifications passent parfois de peu, et l'équipe ne manque jamais une occasion pour critiquer l'entraîneur. Mais le coach ne va pas se laisser faire. En plus d'être attaqué sur le côté sportif, de lui reprocher un jeu qui ne tente rien, qui ne trouve pas les filets, mais ce qui l'agace, c'est aussi et surtout d'avoir été sali sur ses origines modestes, de s'être fait moquer son accent et son statut de paysan qui ne passe pas du tout pour le natal de Saïs-Couzan. Avec son franc-parler, le coach n'a pas la langue dans sa poche, et le soir de la victoire en quart de finale, il prend la parole. Il y a eu un journal qui n'a rien compris et qui sont des incompétents. Malheureusement, c'est le seul sportif en France. Je suis déçu et honteux pour eux. Mais c'est la vie. Ils payeront comme tout le monde. Je n'ai que du mépris pour ces gens-là. Bien dit, Mémé. En demi-finale, les Bleus sont tout près d'atteindre leur rêve. À arriver en finale de Coupe du Monde. Chez eux en plus. La pression est immense. Les hommes de Didier Deschamps viennent à bout de la Croatie grâce à une performance unique et complètement folle. Le défenseur Lilian Thuram délivre un doublé, le seul de sa carrière internationale, et envoie son équipe en finale sur le score de 2-1. C'est un moment absolument magique. Aimé Jacquet va le faire. Et là, bizarrement, on entend moins les critiques. L'équipe de France et ses supporters renaissent et un vrai sentiment de foi et d'espoir naît à l'idée de décrocher le titre. Mais avant ça, la grande finale. Face à eux, le tenant du titre, la Seleção. Pour décrocher le titre, la France va devoir passer les hommes de Ronaldo dans un match historique dont tous les Français se souviennent. Contre le Brésil, le grand Zinedine Zidane, lancé en bleu par Aimé Jacquet, marque 2 buts de la tête sur corner. Puis Emmanuel Petit vient sceller la victoire en inscrivant le 3-0 en fin de match, alors que la France joue à 10. Toujours critiqué, parfois dénigré, ce soir-là, le coach fait taire les critiques, et ça de la plus belle des manières, en devenant champion du monde. Le soir, sur les Champs-Élysées, c'est 1,5 million de personnes qui fêtent la victoire des Bleus. Après sa victoire, le 12 juillet 98, Aimé Jacquet s'adresse fièrement à la presse, et en adressant un pic bien précis,
mais sans donner de nom. On a été trahi par les journaux pendant des années, mais la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Et lorsqu'on lui pose la question « Vous n'avez pas envie de leur pardonner ?» L'entraîneur répond sèchement « Jamais, jamais je ne pardonnerai ». Une belle revanche pour l'entraîneur qui s'est fait lyncher. Aujourd'hui, la nouvelle direction du journal regrette et réaffirme ses excuses auprès de l'entraîneur. Quelques jours après la déclaration, l'équipe avait réagi, se sentant bien évidemment visée par l'attaque de Jacquet. Le journal assumait ses critiques et avouait s'être trompé et que l'entraîneur avait raison. Sur leur une, histoire du 13 juillet, les journalistes font leur mea culpa. Nous avons de formidablement belles raisons de reconnaître que la méthode Jacquet a payé. Encore aujourd'hui, l'entraîneur vit mal les critiques et n'est toujours pas prêt à les pardonner. C'est lamentable, des incompétents qui se permettent de juger. Dans l'euphorie de l'exploit, au sommet de sa carrière, Aimé Jacquet prend sa retraite d'entraîneur le 12 juillet 98, au soir du triomphe. Après avoir mené les Bleus jusqu'aux étoiles, avoir été l'entraîneur emblématique qui rapportera les plus grands succès aux Girondins, le technicien prend sa retraite à 56 ans. Il partira le 31 décembre au soir. Après ce sacre, Aimé se concentre sur la direction technique de l'effectif français jusqu'en 2006 et devient en parallèle consultant pour des chaînes comme Canal+. Désormais retraité, Aimé Jacquet est une légende du football français qui aura laissé derrière lui, malgré les critiques et les insultes, des trophées et des moments uniques dans le paysage français. Et pour ça, on dit merci, monsieur Jacquet.